On va voir dans cet exercice 9 la capacité thermique des solides. On va affiner l'étude qui a été menée dans le cours en utilisant un modèle qui est le modèle d'Einstein, celui des oscillateurs harmoniques quantiques à une dimension, qui a été introduit en 1907. Pour commencer cet exercice, on va faire des rappels sur la détermination de la capacité thermique des solides qui a été vue en cours, c'est-à-dire dans le cadre de la mécanique classique. Alors pour ça, ça fait appel au théorème de l'équipartition de l'énergie qui nous dit que dans un système à l'équilibre à la température grand T, l'énergie moyenne d'une molécule associée à 1 degré de liberté quadratique est 1 demi de kBT. Donc c'est-à-dire qu'il faut que vous recensiez le nombre de degrés de liberté quadratique, c'est-à-dire dont l'énergie peut se mettre sous la forme A fois zeta au carré, et à chacun de ces degrés de liberté quadratique, vous associez un demi de kBT à l'énergie moyenne de la particule. Pour commencer cet exercice, on va faire des rappels sur la détermination de la capacité thermique des solides qui a été vue en cours, c'est-à-dire dans le cadre de la mécanique classique. Alors pour ça, ça fait appel au théorème de l'équipartition de l'énergie qui nous dit que dans un système à l'équilibre à la température grand T, l'énergie moyenne d'une molécule associée à 1 degré de liberté quadratique est 1 demi de kBT. Donc c'est-à-dire qu'il faut que vous recensiez le nombre de degrés de liberté quadratique, c'est-à-dire dont l'énergie peut se mettre sous la forme A fois zeta au carré, et à chacun de ces degrés de liberté quadratique, vous associez un demi de kBT à l'énergie moyenne de la particule. Si on utilise ce théorème de l'équipartition pour déterminer la capacité d'un solide, on va se baser sur le modèle classique du solide, c'est-à-dire on va considérer que le solide dans un cristal va être oscillé autour de sa position d'équilibre, et donc on va pouvoir écrire que cette oscillation est caractérisée par une énergie potentielle de type élastique, avec donc 3 degrés de liberté quadratique supplémentaires, à savoir x, y, z, qu'il va falloir additionner, ajouter aux énergies cinétiques, c'est-à-dire au degré de liberté correspondant au degré de liberté quadratique x point, y point et z point. Ce qui nous fait en tout 6 degrés de liberté quadratique. Et comme chacun de ces degrés de liberté quadratique, d'après le théorème de l'équipartition, on peut lui associer une valeur d'énergie 1 demi de kBT, il nous vient que la valeur moyenne de l'énergie de la particule, c'est égal à 6 fois 1 demi de kBT, c'est-à-dire à 3 kBT. Si on manipule ces grandeurs-là en disant que l'énergie interne c'est égal à la valeur moyenne de l'énergie système, c'est-à-dire n fois la valeur moyenne de l'énergie de la particule, on arrive à cette expression-là, en voyant bien que la constante de Boltzmann a été définie comme étant égale au rapport de R sur Na. Il nous vient le fait que la capacité thermique d'un solide, capacité thermique molaire, est égale à 3R. Donc vous divisez ce terme-là par N pour avoir une énergie interne molaire, et après vous faites la dérivée par rapport à la température, ce qui nous donne CVM est égal à 3R. Et ça, c'est la loi de Dulong et Petit qui a été introduite en 1819. Maintenant, on a vu que ce modèle-là n'expliquait pas tout, donc c'est pour ça que le modèle quantique a été introduit. Ces rappels ayant été faits, on va s'intéresser au modèle d'Einstein, dans lequel chaque énergie d'un oscillateur harmonique peut prendre une valeur discrète qui est de la forme En égale n plus 1 demi h bar oméga. Alors on nous demande dans la première question, pour un solide qui est en équilibre avec un thermostat de température T, d'exprimer la probabilité Pn qu'un atome soit dans l'état indicé par n. Alors d'après la loi de Boltzmann, on va avoir cette probabilité qui est égale à 1 sur z exponentielle moins l'énergie En dont je viens de parler tout à l'heure sur kBT. Alors z est la fonction de partition. Si on peut aussi poser le fait, c'est ce que nous propose le texte, h bar oméga sur kBT qui est égal à u. Il nous reste ensuite à déterminer z, ça se fait par la condition de normalisation qui nous dit que la somme des probabilités naturellement est égale à 1. Alors pour cela, on fait la somme de tout ça de n égale 0 à l'infini est égale à 1. Il nous vient que la fonction de partition est égale à la somme de n égale 0 à l'infini exponentielle moins n plus 1 demi de u. On peut factoriser par exponentielle moins u sur 2, et on s'aperçoit qu'au niveau de la somme, on a une suite géométrique de raison q qui est égale à exponentielle moins u. Alors comme q est inférieur à 1, on va arriver au fait que z est égal à exponentielle moins u sur d fois 1 sur 1 moins exponentielle moins u.
On factorise par exponentielle moins u sur 2 au dénominateur et on arrive au fait que z est égal à 1 sur le 2 fois le sinus hyperbolique de u sur 2. Ce qui nous donne la probabilité de retrouver notre particule dans un état d'énergie En qui prend cette forme-là. Le but étant de déterminer la capacité thermique de notre solide, il est normal qu'en question numéro 2, on ait à calculer l'énergie moyenne. C'est un peu toujours le même schéma qu'on utilise. Alors pour déterminer l'énergie moyenne, on utilise le fait que l'énergie moyenne est la somme de n égale 0 à l'infini des Pn fois En, c'est-à-dire l'énergie En fois la probabilité que notre atome soit dans cet état d'énergie En. Alors, donc on replace le En par son expression, c'est-à-dire h bar oméga fois n plus 1 demi. Et en fait, on a la somme du terme Pn fois n et de Pn fois 1 demi qu'on segmente en deux parties. Alors, on reprend l'expression du petit 1 qui nous donnait la probabilité que notre particule ait un état d'énergie En. Et donc, le produit Pn fois n en utilisant cette expression-là va nous amener à cette expression qui est relativement longue mais qui est celle-là. Et après le produit Pn fois 1 demi va nous donner h bar oméga, donc le h bar oméga vient de là, h bar oméga sur 2, somme de n égale 0 à l'infini des Pn. Et on sait très bien que ici, par la condition de normalisation, ce terme-là est égal à 1. Donc j'anticipe déjà le résultat en disant qu'on a h bar oméga sur 2 ici. Maintenant, ici, si on factorise par exponentielle moins 1 demi de u, moins u sur 2 plutôt, on va arriver à la somme qui nous est proposée dans l'énoncé et on va arriver à cette expression-là. Alors en factorisant, en replaçant le sinus hyperbolique de u sur 2 par exponentielle u sur 2 moins exponentielle moins u sur 2, on va faire apparaître ici la cotangente hyperbolique et on a l'énergie moyenne qui est égale à h bar oméga sur 2 fois la cotangente hyperbolique d'h bar oméga sur 2 kBt. Donc la cotangente hyperbolique, c'est donc le sinus hyperbolique sur le cosinus hyperbolique sur le sinus hyperbolique. Dans la troisième question, on nous demande de déterminer la capacité thermique molaire de notre solide. Alors cette capacité thermique molaire du solide, c'est égal à la dérivée par rapport au temps de l'énergie moyenne du système, non plus de l'atome mais du système, divisé par le nombre de moles. Alors l'énergie moyenne du système, c'est égal à n multiplié par l'énergie moyenne d'une particule de notre solide, d'un atome de notre solide. On peut sortir évidemment le n de la dérivée. Il vient ici le nombre de Avogadro, c'est le nombre de particules sur le nombre de moles. Après, en introduisant x est égal à h bar oméga sur 2 kBt, il nous vient que cette dérivée de l'énergie moyenne par rapport à la température peut s'écrire comme étant égale à la dérivée moyenne par rapport à x fois dx sur dt. Donc on n'est pas obligé de passer par cet intermédiaire, mais c'est peut-être un petit peu plus simple. Alors dx sur dt, on le voit, hein, c'est égal à moins h bar oméga sur 2 kBt carré. Et d de l'énergie moyenne sur dx, c'est-à-dire la dérivée de ça par rapport à x, nous est donnée, hein, puisque la dérivée d'une cotangente est égale à moins 1 sur le sinus hyperbolique au carré de x. On arrive à cette expression de la capacité thermique molaire de notre solide. On nous demande en question 4 quelle est la limite à haute température de cette capacité thermique molaire et quelle loi on retrouve. Alors à haute température, on se rappelle bien qu'on a posé x est égal à h bar oméga sur 2 kBt et qu'on avait CVA qui prenait cette valeur-là. Alors à très haute température, x tend vers 0, donc le sinus hyperbolique d'h bar oméga sur 2 kBt tend vers h bar oméga sur 2 kBt. Donc on replace ici dans l'expression de la capacité thermique le sinus hyperbolique de x par x tout simplement. Et si on développe cette expression-là, on trouve Na fois Kb qui n'est rien d'autre que R. Alors pourquoi est-ce qu'on retrouve R? Alors en fait, il s'agit de la loi du Dulong et Petit dans un cas qui est particulier, c'est celui du solide unidimensionnel. Alors si on avait trouvé CV M qui est égal à 3R dans le cours, c'est parce qu'on avait un solide qu'on considérait comme étant tridimensionnel. Ici, si on reprend l'analyse, on va avoir 2 degrés de liberté quadratique
à savoir x point qui nous donne l'énergie cinétique 1 demi de mx point carré et x qui nous donne l'énergie potentielle de type élastique 1 demi de kx2. On a donc deux degrés de liberté quadratique qui pour chacun vont apporter en moyenne à l'atome une énergie 1 demi de kBt, ce qui nous donne une énergie moyenne par atome qui est égale à kBt, ce qui nous donne bien, en fait, si on développe, à une capacité calorifique molaire qui est égale à grand R. Dans la question 5, on nous demande ce qu'il en est si on est à basse température et comment on interprète ce résultat. Alors, on reprend l'expression. Ici, on est à basse température, on a ce terme-là qui va tendre vers l'infini, et donc on va avoir ce terme-là aussi qui tendra vers l'infini. Le produit de t carré sur le sinus hyperbolique au carré, donc on a des termes exponentiels dans le sinus hyperbolique, fait que le terme entier ici va tendre vers l'infini et que donc la capacité calorifique elle va tendre vers zéro. On comprend ce terme, ce résultat-là en disant que à basse température, on va avoir tous les atomes qui vont se trouver dans leur état fondamental et qu'une faible variation de température ne va pas changer cet état de fait. Et donc les atomes resteront en majorité dans leur état fondamental, ce qui fait que la variation d'énergie interne va être extrêmement faible et donc la capacité calorifique molaire tendra vers zéro. Dans la question numéro 6, on nous demande de tracer la courbe. Alors, en utilisant les questions numéro 4 et les questions numéro 5, qui nous donnent le comportement quand la température est très faible et quand la température est très élevée, on obtient ce graphique-là. Alors, la loi du long et petit qui a été vérifiée pour des températures qui étaient ordinaires ne se vérifie pas à des températures qui sont plus basses et seule une modélisation ici par le modèle d'Einstein, c'est-à-dire de l'oscillateur harmonique quantique, nous permet de voir cette évolution au cours de la température en faisant varier la température.